Télémac.tv, votre émission de sport motorisé tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv, c'est un road trip nord-américain de sport motorisé. C'est aussi du stock car, de l'accélération, de la drift, du dirt, de la moto et les plus belles expositions d'auto en Amérique. Tous les lundis 20h à Télémac et sur la page Facebook de FestiDrag. FestiDrag.tv est présenté par Rousseau Metal, Silverwax, Prolon Contrôle et Choix Radio X. De retour dans cette semaine aux courses. Lulu, tu te rends compte dans l'émission actuellement à quel point se fait du bon monde dans la région de Victo. J'en suis la preuve vivante. Et en voici un autre, mon compatriote, mon confrère de Victo, Alex Labbé. Comment ça va, mon cher Alex? Hey, ça va bien, vous autres? Yes. Hey, bienvenue dans l'émission. Bien content de te recevoir, Alex. Surtout après un tel résultat. C'était 10e après l'épreuve de samedi. Mais là, finalement, c'est 9. Avec la disqualification de Noah Gragson. Donc, félicitations. Meilleur résultat pour toi en carrière sur un circuit intermédiaire de moyenne distance, comme on peut les appeler, sur Ovale. Ça s'est très, très bien passé pour toi et toute ton équipe samedi. Oui, vraiment, on a eu une très bonne journée. On a commencé la course, puis la voiture était vraiment compétitive. Puis on a fait des petits ajustements, on a eu des bons petits stops. Les gars n'ont pas trop fait d'erreurs. La dernière ROP, elle était un petit peu plus lente, mais on n'a quand même pas fait d'erreur majeure. Fait que non, ça a été vraiment une bonne journée pour l'exécution, autant pour l'équipe que pour moi. C'est ça que depuis le début de la saison, je n'arrêtais pas de le dire. On a de la vitesse, mais ça ne paraît pas parce que il y avait tout le temps des bad luck qui nous arrivaient. Il y avait tout le temps quelque chose qui faisait qu'on n'avait vraiment pas de résultat escompté. Mais là, c'est vraiment le fun d'avoir une journée comme on a eu à Darlington samedi, qu'on a vraiment tout bien exécuté et que ça a payé bien fort à la fin. Tu tiens les gens toujours au courant de ce qui se passe sur les circuits par tes plateformes de réseaux sociaux que j'écoute avec grand plaisir à chaque semaine pour que tu nous résumes comment tu as vécu tes courses derrière le volant. Mais depuis le début de l'année, tu l'as dit, beaucoup de malchance et souvent de la déception dans le propos depuis le début de l'année. Ah, regarde, on va se reprendre. Puis là, plus ça avançait dans tes vidéos, Alex, plus je sentais que le niveau de déception montait de fil en aiguille à chaque fois. Mais là, on voit enfin du positif. Non, c'est sûr. On ne se le cachera pas que la déception et la frustration à l'embarquer. J'ai commencé à faire ça un peu l'année passée, mes vidéos. Je fais des lives vraiment sur le vif, que je dis vraiment ce que je pense puis comment que je me filme. Je pense que le monde aime ça. C'est vraiment ma réaction directement après la course. Puis c'est vraiment comment que je le pense. Puis ça sort. Des fois, ça sort rough un peu, pas rough, mais ça sort comme que si je parlerais à mes chums de gars. Mais c'est vraiment ça que je veux que le monde se rende compte vraiment c'est quoi qu'on vit ici. C'est quoi qui se passe. Fait que non, c'est bien le fun de voir le support du monde. C'est bien le fun. J'ai un très bon suivi. Puis c'est le fun de revirer ça de bord un peu, comme on parlait tantôt. Ça faisait quelques courses que ça faisait rien que ça s'enchaînait, puis ça s'accumulait. Puis on avait bien hâte que ça revienne d'abord, d'avoir un résultat qui justifiait les efforts qu'on met dans le programme chez DGM Racing cette année. Hein. Alex, il me vient la question, dans le fond, tu fais la première année que tu es avec DGM. Comment est-ce que c'est plus difficile, exemple, cette année versus l'an passé? Parce qu'on le voyait en fin de saison l'an passé, tu avais de bons résultats, puis on dirait que c'était juste plus ardu en début de saison. Tu as un changement vraiment au niveau de la voiture qui a fait en sorte que... Non, mais comme j'essaie d'expliquer, dans le fond, un petit peu à mes fans, je pense qu'on a un meilleur programme, que ce soit les équipiers, que ce soit la voiture, le programme de moteur. On a vraiment tout upgradé notre stock, ça paraissait pas pendant tout. On voyait qu'on a toutes les premières courses, on a toujours eu de la vitesse, mais c'est qu'on. À Las Vegas, on va prendre un exemple, c'est une piste intermédiaire, on était 13e, il restait 15 tours, il a sorti un jaune, puis on a été impliqué dans une grosse accident, puis on a fini 32e. Mais on avait une bonne journée, on était performants, mais il y avait, comme les résultats finaux, ils faisaient vraiment pas justice, je pense, à la performance qu'on avait pour le début de la saison, que ce soit même la première road course à Daytona, la deuxième course de la saison. On est parti en 36e position. Je pense après 7-8 tours, on était rendu 13 ou 14e. On avait une très bonne voiture. On s'est fait accrocher, puis le quarter panel a arraché. Puis tout arrivait. La pire affaire qui aurait pu arriver, surtout sur. Normalement, qu'on aurait fait un trou dans le bumper en avant, qu'on aurait bossé à la porte, ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais là, on a arraché le quarter panel, avec la vallée se remplissait d'air, puis je perdais environ 15 000 à l'heure dans le backstage à Daytona. Donc, c'est tout le temps des bad luck qui nous arrivaient, mais en général, je suis vraiment confiant. Ça fait longtemps que depuis le début de la saison, je le dis que notre programme est meilleur qu'il était. Mais là, je suis content qu'on est capable au moins de le prouver vraiment concrètement, comme on l'a fait en fin de semaine à Darlington. Et ce qui est positif là-dedans, Alex, c'est que tu parlais du circuit routier à Daytona.
Tu as fait tes preuves sur les circuits routiers. C'est un endroit où tu es extrêmement à l'aise. Et là, on va rentrer tranquillement, pas vite, dans les épreuves de la saison en circuit routier. Là aussi, il y a une belle opportunité d'aller chercher des points importants. Ah non, c'est sûr. On s'en va à Coda, pas en fin de semaine prochaine, l'autre. Ouais. Après ça, on va à Mid-Ohio une couple de semaines plus tard. Mais c'est sûr que ça va être, c'est vraiment, Coda, c'est vraiment le Circuit of the Americas où les Formule 1 courent aux États-Unis. C'est vraiment une date qu'on a encerclée dans notre calendrier depuis le début. On va avoir des essais, des qualifications pour une des rares fois cette saison aussi. Fait que, non, je pense que ça va être un circuit qui va être vraiment technique. Ça va vraiment être demandant à ces voitures aussi. Il y a des gros freinages. Puis, il y a beaucoup de variétés dans les types de virages aussi. C'est pas un circuit où tous les virages sont serrés et lents. C'est vraiment, il y a des virages extrêmement rapides, il y a des virages, des épingles, plus que des 90, plus que des 155 degrés. Ça va être vraiment spécial surtout avec notre type de voiture de compétitionner sur un circuit comme ça. Là. On voit présentement des images, Alex, à Daytona, justement. Une épreuve où il y avait tombé de la pluie, pas à peu près. Tu avais fait partie de ce spectacle-là, pas à peu près. Moi, je me souviens d'avoir regardé. Là, c'était complètement débile de voir de la pluie comme ça s'abattre à Daytona. Oui, non, pour moi, ça devait être à Charlotte, au Roval, ça se peut-tu? Ah oui, c'est Charlotte. Le gros déluge, le gros déluge que j'ai vu l'année passée. Oui, c'est ça, exact. On a fini quatrième. J'étais deuxième, je pense qu'il restait 15 tours, puis j'ai pogné une flaque d'eau. J'ai fait de l'aquaplanage. On a reculé dans les pneus. On avait vraiment une grosse journée cette journée-là. C'est notre meilleur résultat à vie aussi en NASCAR Xfinity avec une quatrième. Puis le premier top 5, puis le seul top 5 encore jusqu'à maintenant pour moi est DGM. Donc ça a été vraiment une grosse journée, mais le Roval, c'est toujours un circuit spécial pour moi, pour DGM. Même l'année d'avant, on avait qualifié 6e, on avait terminé 6e dans la course, puis on s'était battu dans le top 5, top 8, toute la course. On ne se le cachera pas qu'avec les ressources qu'on a et les budgets qu'on a, c'est vraiment dur de faire ça. Fait que, non, ça a tout le temps bien été. Fait que c'est vraiment une date aussi qu'on a dans notre calendrier. On sait qu'à toutes les années, quand on va sur le Roval, on a une chance de gagner. Alex, tu as eu la chance de courir justement avant la COVID, où tu avais des qualifications, c'est-à-dire des courses de qualification, pas des courses, mais des temps chronométrés pour les qualifications. C'est plus dur, là, j'imagine, de justement avoir une position de départ, pas de qualif, pas rien, pas de pratique non plus. Est-ce que c'est dans les plans de changer éventuellement côté NASCAR ou pour l'instant ça reste comme ça et ça ne changera pas? Oui, comme là, cette saison, on a 8 épreuves qu'on a des pratiques avec des qualifications. Mais je sais pas, il y en a, ça dépend, on entend bien des affaires. Il y en a qui disent qu'il y en a des propriétaires d'équipe qui disent qu'ils aiment ça, puis des dirigeants chez NASCAR qui aiment ça, puis d'autres qui n'aiment pas ça. Mais c'est sûr que ça coupe les coups. Je pense que ça resserre le peloton aussi. Oui, c'est pas bon pour nous parce qu'on ne peut pas pratiquer, mais en même temps, des grosses équipes qui ont beaucoup de ressources, c'est là qu'ils s'améliorent beaucoup aussi parce qu'ils arrivent à la piste avec 4, 5 sets de choc, tout préparé. Puis, ils ont beaucoup plus de temps que nous pour se préparer et de tester des affaires à la piste. D'un côté, ça ne nous aide pas parce qu'on a de la misère à se développer, mais en même temps, ça aide des grosses équipes à se développer moins rapidement. C'est vraiment ça qui est dur, d'essayer de suivre leur courbe là, parce qu'on ne se cachera pas qu'ils ont beaucoup de ressources et beaucoup de main-d'œuvre pour faire ça. Là. Tu viens de parler de ton résultat sur le Roval l'an passé, Alex, 4e. Là, cette semaine, Darlington, 9e. Jusqu'à quel point, dans un programme comme celui de Mario Gosselin, un résultat comme celui-là peut être déterminant pour la suite des opérations dans l'année, non seulement au niveau monétaire, mais aussi au niveau de la reconnaissance dans la recherche qui est toujours constante de nouveaux commanditaires? Ah, c'est sûr que c'est un gros plus, on ne se le cachera pas. Là, surtout qu'on en parlait tantôt, c'est même pour moi et pour mes fans, pour le monde qui me suit, mes commentaires, c'était vraiment fâchant la situation qu'on était dedans. Mais là, au moins, tout le monde, je pense qu'on sent vraiment que tout le monde est motivé et qu'on est prêt à continuer. Puis ça l'aide à faire parler de moi aussi en même temps dans les médias. Ouais. Ça fait que ça va être une plus grande facilité à approcher des nouveaux partenaires, mais c'est sûr qu'on ne se le cachera pas qu'on n'arrête pas de travailler. C'est la réalité de notre sport. Ça n'arrête pas, mais c'est sûr que ça peut juste nous aider. Ça peut pas nous nuire. Puis en même temps, ça bâtit beaucoup de confiance dans l'équipe. C'est sûr que c'est vrai. Je le dis souvent, c'est vraiment le type de circuit, les circuits intermédiaires, c'est le type de circuit qui c'est vraiment le plus dur de compétitionner avec les grosses équipes. Fait que
d'aller à Darlington comme on l'a fait la semaine passée, puis de se battre dans le top 15, top 10, toute la course, c'est huge pour nous autres. Très, très bon résultat. Et là, tu ouvres un sujet quand même qui est un petit peu épineux au Québec, Alex, parce qu'on a connu au cours des dernières semaines la situation impliquant Raphaël Lessard, une situation qui est bien triste de voir le jeune perdre son volant de la sorte, faute de financement. Dans ton cas, c'est toujours la même chose. L'an passé, on se souvient, épreuve après épreuve, on se demandait si tu serais en mesure de courir avec ta voiture. Est-ce que présentement, on est en voie d'officialiser justement le petit peu par petit peu le financement nécessaire pour faire toute la saison à Xfinity? Oui, c'est sûr que c'est notre but. On est vraiment au point qu'on veut courir à temps plein. C'est sûr qu'on va tout faire pour se rendre jusqu'à la fin. C'est sûr qu'on a encore quelques courses de non vendues. Donc, c'est sûr qu'on travaille encore fort pour boucher les trous le plus possible parce que plus qu'on va avoir des partenaires, plus qu'on va avoir du monde qui vont nous appuyer, plus qu'on va être capable d'être compétitif. C'est vraiment ça. Tout le monde le sait, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ouais. Plus qu'on est capable d'avoir de l'argent, plus qu'on est capable de s'approprier des ressources et du matériel. Non, mais je pense qu'on est quand même dans une bonne situation. Présentement, je pense qu'on fait un commitment et on va courir la saison à temps plein, mais on n'arrête pas de travailler sur l'autre côté aussi pour être capable d'être le plus compétitif possible. Comme je disais dans le mot d'ouverture, c'est plate à dire, mais le marché du Québec est tellement petit qu'on a besoin de tout de petits changes, et c'est le cas de le dire, pour permettre à un gars de chez nous de réaliser son rêve dans le NASCAR. Raphaël, c'est triste, là, malheureusement, pas le financement. Dans ton cas, par contre, la conséquence, c'est que tu pourrais peut-être en bénéficier davantage, que les réflecteurs se dirigent un petit peu plus sur toi et que les courses de série Xfinity soient diffusées à RDS. Déjà là, ça serait déjà très, très important pour tes commanditaires. Oui. Non, c'est sûr. Mais là, on a eu un accord avec RDS. Les 2 prochaines courses vont être RDS certains, puis on travaille bien fort pour qu'il y ait encore plus dans le futur. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Mais comme tu disais, c'est tout le temps triste, les histoires comme qu'est-ce qui est arrivé à Raphaël. Mais en même temps, on avait quand même 2 stratégies. On a quand même 2 stratégies assez différentes. Ouais. Moi, on a des budgets assez similaires, mais moi, je suis une plus petite équipe et je les tire vraiment pour la saison complète, tandis que lui, comme on dirait, au casino, il est allé plus all-in. Mais c'est une autre manière de voir ça, puis j'ai tout le temps voulu faire ça aussi. C'est sûr que mon rêve un jour, c'est vraiment de m'assurer d'une voiture de pointe, que ce soit en Xfinity, en Cup ou n'importe quoi, pour être capable de rivaliser à toutes les semaines pour gagner la course, mais présentement, on n'est pas dans cette réalité-là. C'est ça, un petit peu ça qui nous permet de courir à temps plein, mais des fois, c'est sûr, je te le cacherai pas que moi aussi, j'ai pas des doutes, mais des fois, je me questionne là-dessus aussi. Je suis mieux de faire moins de courses puis d'être plus compétitif ou de courir à temps plein. Vu que mon expérience est déjà acquise, mais non, c'est une triste réalité, mais c'est ça le merveilleux monde du sport automobile. Oui, et là aussi, tu soulèves un point intéressant parce que Raphaël, lorsqu'il nous a parlé récemment, disait, moi, la stratégie que j'ai, je vais être compétitif. Je vais embarquer dans quelque chose, dans le bon équipement pour me permettre de gagner. Je ne veux pas me retrouver du jour au lendemain dans une équipe qui ne me permettra pas de rouler parmi au moins les 15 premiers. Dans ton cas, ça n'a pas toujours été ça, cette stratégie, mais c'est une stratégie que tu assumes quand même très bien, de dire que on va se battre pour le meilleur résultat possible. Question d'aller chercher l'appui monétaire nécessaire pour améliorer le programme en cours de saison, comme vous aviez réussi d'ailleurs à faire l'an passé, la location d'un moteur de plus haute performance pour vous permettre de rivaliser davantage. Non, c'est exact. C'est vraiment ça notre but. C'est sûr que on ne se le cachera pas que c'est dur sur le moral. Des fois, j'ai toujours coursé pour gagner. J'ai gagné beaucoup des championnats dans toutes les séries que j'ai fait en montant vers la NASCAR Xfinity, mais en même temps, ça serait dur aussi de faire ce que je fais là si ça ne serait pas de Mario Gosselin et des GM Racing. On ne se le cachera pas qu'ils nous aident beaucoup là, avec les budgets qu'on a, les performances qu'on a. Je pense que c'est vraiment au-delà des attentes. Même les autres petites équipes avec qui on se bat, là, ils ont des budgets pas mal plus élevés que nous autres. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir au moins la chance de. C'est sûr qu'on n'a pas l'équipement pour gagner, on n'a pas l'équipement pour être plus rapide toutes les semaines, mais au moins, tout le monde donne son 110%, puis on essaie tout le temps d'en faire plus avec un petit peu moins, mais c'est le fun aussi de participer à la progression. C'est DGM Racing. Quand j'ai commencé avec eux en 2018, puis où qu'on est rendu aujourd'hui, on a vraiment évolué. C'est bien le fun de voir ça, mais c'est sûr que je ne mettrai jamais un crochet sur l'opportunité de m'assurer d'une voiture de pointe et d'être capable de gagner à toutes les courses. Ma stratégie, c'est un petit peu de prendre l'expérience avec Mario et avec des petites équipes pour que le jour que j'arrive à une opportunité de m'assurer d'une voiture pour gagner, je sois prêt, mais je ne cacherai pas que je commence à être prêt, fait que j'aimerais bien savoir mon opportunité bien vite.
Alex, on va. Vas-y, Lulu. On va Petite tester la dernière question. petite dernière question, dans le fond. Tu parlais justement d'équipe de pointe en tant que telle. J'imagine avec les bons résultats, comme tu dis, que tu as eu là, le 4e du côté du Roval, ça doit commencer à cogner à la porte tranquillement. Ouais, c'est sûr qu'il y a des opportunités, mais c'est ça qui est dur. C'est vraiment, il faut vraiment être capable d'avoir un budget pour combler ça à temps plein. On ne se gâchera pas qu'un budget pour courir à temps plein dans NASCAR Xfinity d'une équipe de pointe, c'est loin d'être abordable à tout le monde. Mais non, c'est sûr que on parle avec plus de monde. J'essaie de me faire connaître. C'est juste ça qu'on a à faire, d'essayer de me faire remarquer en tant qu'underdog, comme on dirait, en tant que quelqu'un qui est capable d'en faire plus avec moi. C'est tout le temps ça la mentalité, le mindset. Puis on lâche pas, on baisse pas les bras. Alex, effectivement, tu as l'expression qui est très juste. On lâche pas, on t'appuie. Lâche pas dans tes aventures en NASCAR. On te surveille de près, puis c'est sûr qu'on te réinvite sur l'émission très bientôt, mon cher ami. Un gars, merci. À plus tard. Salut, Alex. Bye. Merci, Alex. Salut. Alex Labbé, pilote de la voiture numéro 36 en série Xfinity pour DGM Racing de Mario Gosselin. Peut-être un court résumé en fin de semaine parce que notre prochain invité, Brett Hearn, s'en vient. Il est déjà prêt à nous parler. Mais Lulu, en fin de semaine, dans le NASCAR à Darlington, il faut noter l'excellente performance hier de Martin Truex Jr. qui l'a facilement emporté. Malgré l'arrivée en force de Kyle Larson en fin de course, c'est Truex qui a réussi là, à conserver les commandes et remporter déjà sa 3e course de la saison. Ben, on en a parlé entre nous en discutant, Anthony. On le voyait, Larson se rapprochait, mais Truex, de son côté, a continué à garder l'avance et étirait. Et justement, a réussi à aller chercher les honneurs. Mais je pense qu'il en manquait pas gros du côté de Kyle Larson. Mais on voit vraiment que la stratégie des pneus a vraiment changé en tant que tel. Larson, à un moment donné, a voulu ralentir un petit peu, économiser les pneus, essayer de donner la tentative vers la fin de l'épreuve, mais on en a manqué du côté de Larson. Et que dire également ensuite, on dit Noah Gragson disqualifié du côté de la Xfinity, victoire à Allgaier, Alex qui termine 9e. Et il y avait aussi la course de camionnette de Stuart Friesen qui a été à l'avant-plan de l'épreuve, tout au long de l'épreuve, de 2e position, 3e position. Et qu'est-ce qui est arrivé? Vers la fin de la course, gros accident sur une relance. Et Friesen qui a pas mâché ses mots à l'endroit de Sheldon Creed, en expliquant que ça avait pas de sens d'avoir des départs de la sorte, que les gars se bousculent autant. Et on le voit, la camionnette de Friesen qui a été officiellement quasiment pas détruite, là, mais l'arrière là, aplatie à un niveau impensable. Donc résultat plate du côté de Friesen parce que la course se passait super bien jusqu'à la veille, donc termine 25e. Et on regardait également ce qui se passait avec la camionnette 24 de Raphaël Lessard, l'ancienne camionnette de Raphaël Lessard, où Ryan Reed est terminé au 12e rang de son côté. Donc à voir pour la prochaine épreuve la semaine prochaine, mais ça reste que Darlington, toujours un plaisir à regarder. Ouais, c'est une belle course. C'est toujours le fun, les week-ends sur le mythique circuit de la Caroline du Sud. Friesen qui a une bonne saison quand même, nettement meilleure au niveau des résultats que ce qu'on avait l'an passé. Donc, je maintiens parmi les 10 premiers au championnat, mais il lui manque la clé, une victoire qui pourrait lui assurer une place dans la chase de fin de saison. Mais notez bien la visite à Knoxville sur la terre battue d'ici la fin de l'année au mois d'août. Ça pourrait être vraiment déterminant pour Friesen. Tu l'as si bien dit, c'est ce que j'allais dire. Knoxville va être la piste. Je pense que c'est la piste qu'on vise du côté de Friesen. Ouais. Mais on n'est pas loin. Je serais pas surpris de le voir à une victoire sur l'asphalte d'ici, là, avant ça, Anthony. Oui, il est assez solide quand même, toujours parmi les meilleurs. Lulu, je te laisse filer. On doit faire une pause et au retour, le semi-retraité, la légende, le nouveau promoteur du Orange County Fair à Middletown, New York, Brett the Jet Hearn, qui va être avec nous au retour. Restez là.